Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je voudrais remercier les membres du bureau de la Société de gynécologie et sa présidente, Madame Laila Teye, pour son invitation. Nous sommes dans le 30e congrès qui se déroule quand même dans des circonstances un petit peu particulières, en pleine vague Covid. Et on m'a demandé de parler d'histoire, de gynécologie et des femmes tunisiennes. Et avant de commencer, je voudrais exprimer, si vous le permettez, une pensée pour tous nos amis et nos proches qui nous ont quittés, qui ont été emportés par cette maladie terrible. Et une pensée aussi à tous ceux qui ont perdu un proche ou un ami, dont le deuil est très perturbé par les mesures de sécurité, étant donné qu'elles nous privent de nos traditions. La Tunisie a la réputation d'être un pays, le pays le plus progressiste en matière de droits de la femme. Et en mars dernier, en pleine vague Covid-19, elle a honoré, elle a fait un hommage à une dame, Madame Tawhid Belchir, à travers son nouveau billet de banque. Et c'est la première fois en Tunisie que le portrait d'une femme est sur un billet de banque. Et ceci pourra lui rendre hommage, bien sûr, à elle, en tant que première médecin du Maghreb, et rendre hommage à toutes les femmes tunisiennes, aux médecins, au corps médical qui se trouvaient en première ligne pour la guerre contre le coronavirus. Madame Tawhid Belchir, c'est la première médecin du Maghreb, du monde musulman, d'Afrique. Elle est diplômée de la faculté de médecine de Paris et quand elle est rentrée en Tunisie, étant donné que les médecins tunisiens n'avait pas le droit d'exercer dans les structures sanitaires. Elle a ouvert son cabinet tout d'abord de pédiatre, elle a exercé la pédiatrie, et ensuite elle s'est tournée vers la gynécologie pour, au lendemain de la Révolution, diriger le service de gynécologie obstétrique. Et ça a été la première chef de service de l'hôpital Charles-Nicolle, chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Charles-Nicolle et ensuite de l'hôpital Aziza Othmane. Elle a également été la première femme membre du Conseil de l'Ordre des médecins de Tunis. Elle en a été ensuite la vice-présidente. Et elle a été aussi à la tête de la direction de la planification familiale au ministère de la Santé publique. Et ce n'est pas seulement à cette occasion que la Tunisie lui a rendu hommage, parce que sa carrière est indissociable aussi de son parcours de militante. C'est une militante qui a mené un combat pour les droits des femmes féministes, et c'est une combattante aussi sur le plan humanitaire. Et donc, au lendemain de la Révolution, en 2012, un timbre-poste est sorti également à son effigie. Alors, sa double carrière s'inscrit donc à la fois dans un combat de militantisme féministe et humanitaire et dans le cadre de son activité de gynécologue. En ce qui concerne son combat militantiste, elle est issue d'une famille militantiste. Ça s'inscrit quand même dans une famille. D'abord, elle doit à sa mère toutes ses études médicales. Et son oncle maternel est Tahar Ben Ammar, qui est un personnage clé du nationalisme tunisien et de l'indépendance de la Tunisie. Et donc, elle a été une des dirigeantes du Croissant Rouge tunisien. Elle a fondé plusieurs associations caritatives au profit des orphelins, qui aidaient aussi aux soins des nouveau-nés, qui aussi apportaient une éducation aux femmes.
Et point d'orgue de sa carrière, du côté médical, elle a beaucoup œuvré dans le planning familial, tout d'abord en créant une unité au niveau de son service de l'hôpital Charles-Nicolle. Elle a ensuite dirigé l'Office national de la famille et de la population. Et enfin, elle a fondé la première clinique africaine de contrôle des naissances à Montfleury. C'est une clinique publique, de santé publique. Alors, elle a évolué, elle a été aidée, elle s'est insérée dans un contexte politique particulier qui a été initialement lancé par Yardine Becha qui voulait moderniser la Tunisie. Et dans son sillage, il y a eu l'action de Taher Haded, le militantisme de Taher Haded, qui déjà en 1929 avait sorti son livre où il a posé les bases du fondement de l'émancipation de la femme. Et ces principes ont ensuite été repris par Bourguiba au niveau du code du statut personnel. Et donc avec le gouvernement bourguibien, le projet politique était double. Tout d'abord, le projet de changement, de réforme de la société, d'un changement profond de la société, afin de la décrocher de la polygamie, des mariages précoces, de l'excision et des prérogatives de la famille élargie qui étaient extrêmement puissantes, et un projet économique. La Tunisie est un petit pays, même si est un tout petit pays, avec des revenus très modestes, avec des ressources économiques qui sont minimes. Et ce projet économique s'inscrivait comme axe stratégique le planning familial dans le cadre d'une indissociable maîtrise de la démographie. Bien qu'à l'époque, nous étions seulement 3,5 millions ou 4 millions. Et donc, le Code du statut personnel, dont l'avènement a été en 1956, a changé profondément la condition, de manière légale, la condition de la femme, en amenant une interdiction de la polygamie, interdisant la répudiation et instaurant le mariage civil avec l'accord des deux conjoints, et l'abolition et l'instauration de l'examen médical prénuptial. Il a aussi fixé les âges de mariage, permettant ainsi d'abolir le mariage à un âge précoce. Alors, ce code de statut personnel a été suivi grâce à Bourguiba, bien sûr, et au Néo-Destour avec sa propagande, mais aussi grâce au militantisme féminin pour les droits de la femme, d'une série de mesures, en particulier la généralisation de la scolarisation aux deux sexes à partir de l'âge de 6 ans, à l'avènement donc de la Constitution de 1959, où la femme en particulier devient éligible et électrice, en régulant aussi le Code du travail qui a permis l'égalité des sexes au niveau du Code du travail, et à protéger aussi les enfants. Et donc, il faut regarder l'action du planning familial dans cet axe économique global. Et donc, une série de mesures ont été prises, légales, qui sont donc avec l'abolition de la polygamie, la limitation des allocations familiales aux 4 premiers enfants, la légalisation et la vente des contraceptifs et de leur publicité qui était interdite sous le protectorat, et surtout la libération de l'avortement non thérapeutique. Alors, toutes ces mesures légales, il y a eu aussi la création d'institutions, l'Office national de planning familial, en tant que structure, qui aussi
comprenait des structures sanitaires, de planning familial où l'accès était gratuit, et enfin un réseau d'associations, en particulier des associations d'état civil. Et donc c'est un axe qui fonctionnait sur un trépied légal, structurel et de société civile. Et il faut rendre aussi hommage, parmi toutes ces femmes qui militaient pour les droits humains, d'autres personnes, en particulier Badra Ben Mostafa, qui appartenait à la sphère gynéco-obstétricale, qui elle était sage-femme diplômée d'Algérie. L'hommage lui a été rendu très dernièrement, puisqu'une rue à l'Ariana porte son nom. Et donc, Madame Benchir a ouvert la porte à l'accession à la direction de services de gynécologie obstétrique hospitalier à toute une génération de dames qui ont marqué l'histoire de la gynécologie obstétrique, même si elle est récente, par leur dévouement et surtout par ce qu'elles ont pu apporter, ce qu'elles ont pu nous apporter sur le plan d'accompagnage au niveau des stages que nous avons pratiqués dans leur service. Et s'il y a un qualificatif qu'on pourrait leur donner à toutes notre trait commun, c'est leur infatigabilité. Alors, depuis, les choses ont évolué, toujours sous la pression du militantisme féminin pour les droits des femmes. Et il y a certaines victoires qui ont été marquées, d'abord dans la Constitution 2014, où ces droits sont inscrits. Ensuite, plus récemment, la loi contre la violence qui a été faite aux femmes et la loi des traites. Et donc, ce militantisme continue à œuvrer dans le fond actuel de notre Tunisie. Et par ailleurs, l'accès aux instances scientifiques également s'est ouvert aux femmes. Madame Fawzi Zoueri a ouvert la porte du collège et actuellement, la présidence de la STGO, pour la première fois, revient à une femme qui est le docteur Laila Ataya. Alors on peut se poser la question du pourquoi l'accès à ces présidences est si contemporain et si actuel. Après tout, ce sont des postes d'élection démocratiques, et est-ce qu'ils ne traduisent pas finalement que la fragilité avec laquelle les avancées dans l'égalité des sexes dans le monde scientifique et pour les plus hauts postes, est extrêmement fragile. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi y a-t-il autant de difficultés pour que les femmes n'atteignent ces postes, en particulier dans le monde scientifique gynécologique. Alors l'histoire de la gynécologie, c'est peut-être c'est peut-être au niveau de cette histoire de la gynécologie qu'on va trouver les réponses. La gynécologie, étant donné que dans son histoire, elle a été très patriarcale au début et puis elle a été très militante. Et on a cette impression, quand on relit les histoires de la gynécologie, qu'elle est indissociable du militantisme féminin. Et donc, c'est curieux parce que de tout temps, la gynécologie, c'est le domaine des femmes. Aussi loin que l'on puisse remonter et aussi loin que l'on puisse aller, la gynécologie obstétrique a toujours été une affaire de femmes, à tel point que même dans des cultures qui sont géographiquement très éloignées, on retrouve des stigmates féminins avec les mêmes rites. Par exemple, en Chine, où la séparation entre les hommes et les femmes est extrêmement prononcée, même les jeunes époux vivent séparément, l'accouchement se déroule dans un milieu strictement féminin et par exemple la femme, la parturiente, doit accoucher dans le silence. Le silence exprime sa domination par rapport à la violence, par rapport à la douleur et donc sa capacité à canaliser l'énergie vitale vers son enfant et vers son accouchement. Et donc elle est responsable de l'éventuelle dystocie. Si jamais ça se passe mal, c'est de sa faute.
Un autre aspect de l'accouchement traditionnel chinois est que tous les liquides, le liquide amniotique, les saignements, tous les produits qui viennent de l'accouchement sont des produits qui sont toxiques, qui doivent être ramassés. Tous ces fluides doivent être ramassés et enfouis parce qu'ils risquent de rendre aveugle. À l'opposé, par exemple aussi, en Afrique subsaharienne, on retrouve cette notion d'accouchement dans le silence. Elle doit aussi accoucher dans le silence, sinon elle est déshonorée. Et cette domination de la douleur traduit aussi l'énergie qu'elle doit fournir à son enfant, de façon à ce qu'il soit résistant et de façon à ce qu'il soit en bonne santé. Elle est aussi responsable de la dystocie. Si ça se passe mal, c'est aussi de sa faute. Et il est hors de question que un homme assiste à son accouchement pour la bonne raison que le saignement de la délivrance est un saignement qui est toxique et qui risquerait si c'est l'époux ou quelqu'un d'autre, de les rendre stériles. Et donc, on retrouve donc dans toute civilisation que l'accouchement, les soins féminins sont des affaires de femmes. Généralement, ce sont des femmes qui appartiennent au milieu familial, plus ou moins élargi, la mère, la sœur, la voisine. Et d'une manière aussi très répandue, parmi toutes ces femmes, il y en a une qui va prendre la coordination, qui va diriger les opérations au moment de l'accouchement. Alors cette femme, elle a aussi en filigrane toujours à peu près le même profil. C'est une femme qui est d'un certain âge, elle doit être ménopausée généralement, elle a une expérience de la maternité, elle a eu plusieurs enfants, elle est instaurée d'une spiritualité particulière. Elle reçoit sa connaissance de manière orale, soit de manière filiale, soit par accompagnement, soit par compagnonnage. Et toutes ces connaissances n'ont rien de scientifique, sont empiriques, mais elle est porteuse d'une mission totalement bénévole. Et elle porte différents noms selon les époques et selon les cultures. Elle s'appelle Maya dans la Grèce antique ou Olympiade. Elle s'appelle Maya veut dire grand-mère. Elle s'appelle Obstétrix dans l'Antiquité romaine. Obstétrix veut dire patience et se tenir devant. Elle s'appelle sage-femme. La sage-femme, avec cette connotation de sage-femme, il y a la connotation étymologique de reconnaissance sociale. Et en Tunisie, la coucheuse traditionnelle s'appelle Qabla, avec cette notion d'accueil du nouveau-né. Alors, elle ne déroge pas du tout au profil donc de cette accoucheuse qui nous vient de très 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 loin et de très longtemps. Et par ailleurs aussi, son rôle ne se limite pas uniquement dans les accouchements. C'est une dame qui est instruite de toutes les choses de la vie, elle est très introduite dans les milieux féminins, elle est détentrice de secrets, elle les accompagne de la puberté jusqu'à la mort. Et donc, les femmes accouchaient à la maison et appelaient cette dame pour lui demander conseil, pour être soignée, et la Qabla donc a remplissé son rôle complètement. Et les femmes donc n'accouchaient pas à l'hôpital, et les premières femmes les premiers accouchements hospitaliers ont eu lieu à l'hôpital Sadiki, qui s'est dénommé ensuite Aziz Arasmena. Alors, l'hôpital Sadiki, c'est le premier hôpital qui date d'avant le protectorat, c'est le plus vieil hôpital tunisien, encore en activité. C'est une ancienne caserne qui a été transformée sur ordre de Sedr Bey à l'époque pour
remplacer le Morsten de l'époque qui était dépassé par le flux des patients qui venaient. Et donc, il a été inauguré en 1879 et donc sa dénomination d'hôpital Sadiki, c'était en référence à Cedar Bay. Et juste après la Révolution, il a pris le nom de Aziza Othman, donc en 1960, toujours dans le cadre d'une Tunisie qui fait honneur à ces femmes. Et Aziza Othman, c'est une princesse beïkale. Elle est la petite fille de Othman Bey. Elle est la femme de Hamouda Besha et c'est une dame qui, à la fin de sa vie, qui a beaucoup œuvré d'une manière humanitaire et qui, à la fin de sa vie, a affranchi tous ses esclaves et a donné toute sa fortune à la Tunisie sous forme de habous. Et elle a financé en partie la fondation, enfin, elle a financé en partie l'hôpital Aziza Othman, et c'est surtout un financement de fonds de roulement, de fonctionnement à ses débuts, et pour les salaires de tous les gens qui y travaillaient. À la différence de tous les autres hôpitaux qui, à l'époque, relevaient pendant le protectorat, qui relevait sur le budget de fonctionnement, sur le budget de l'État. Donc il avait un fonctionnement très particulier. Et une autre particularité de l'hôpital Aziza Othman, c'est que c'est aussi un hôpital que l'on retrouve dans les archives de l'Institut Pasteur, qui était la grande institution savante de l'époque, parce qu'il a contribué aussi à certains travaux de l'Institut Pasteur, en particulier au niveau de la parasitologie. Et il a contribué donc à la perception sociale de l'hôpital, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est l'hôpital qui a reçu les premières femmes pour accouchement. Alors c'était des femmes qui étaient conduites bon gré mal gré, et elles y étaient conduites parce que ça se passait mal. Ça faisait 3 ou 4 jours qu'elles étaient en travail et rien ne venait, et donc elles étaient confiées au service qui s'en occupait, aux médecins. Il y avait des sages-femmes diplômées, mais les accoucheuses traditionnelles n'avaient pas le droit d'exercer à l'hôpital. Et donc en Tunisie, on voit ces deux médecines, la médecine un peu traditionnelle, entièrement, et ce savoir féminin obstétrical avec une détention purement féminine, qui va côtoyer un savoir scientifique, où vous avez des sages-femmes qui vont s'occuper des accouchements normaux, mais qui vont référer en cas de pathologie à un médecin qui se trouve être un homme. Donc, cette translation du savoir féminin vers des hommes médecins est un héritage qui nous vient non pas de l'Empire ottoman, puisque même à ce niveau-là, ils ont révisé toute leur médecine au début du XIXe siècle, quand ils ont refondé l'enseignement médical à partir de toute la médecine occidentale, qui était être supposée plus en avance, plus efficace que la médecine de l'époque, qui était très inspirée de la médecine arabe. Donc nous avons surtout hérité de la médecine occidentale, de la gynécologie occidentale. Alors, quand est-ce qu'est née la gynécologie? La gynécologie, en tant que spécialité médicale, est née assez tardivement, parce qu'elle a eu ses ébauches au XVIe siècle, mais en tant que spécialité à proprement parler, elle est apparue au XVIIe siècle et elle a pris son plein épanouissement au XVIIIe siècle, où on voit ces instruments, ces médecins qui portent la spécialité en tant que gynécologue obstétricien, et ces instruments et l'introduction des normes d'asepsie et l'introduction de l'anesthésie à partir du moment où les médecins se sont mis à accoucher, en particulier les aristocrates et la bourgeoisie.
C'est pendant aussi le XVIIIe siècle, ou XVIIe ou XVIIIe siècle qu'est apparu, puisque c'est devenu une science médicale, qu'est apparu son enseignement dans les facultés. Et on a commencé à avoir une iconographie très précise. Alors, il faut dire aussi que c'est au XVIIe siècle qu'il y a eu cette désacralisation du corps humain, qu'on a commencé à faire des dissections et qui étaient complètement tabous depuis l'Antiquité grecque. Et donc, cet enseignement anatomique, chirurgical, se faisait à la faculté, dans les facultés de médecine, dans les universités de médecine, mais ces universités de médecine étaient complètement interdites aux femmes. Alors, si l'apparition de cette branche s'est faite au XVIIe siècle, avant, au Moyen Âge, alors que comment s'est transférée cette connaissance, alors que les accouchements, entre autres, étaient opérés par les matrones de l'époque en l'absence totale d'un œil masculin. Pendant toute la période du Moyen-Âge, avec évidemment, c'était une période qui est très perturbée, qui serait difficile de résumer en 2 minutes, mais sachant qu'au début du Moyen-Âge, l'Église interdisait que les hommes approchent les corps des femmes au IIe siècle. Et ensuite, elle a eu une histoire très mouvementée avec les persécutions de ces femmes qui finalement étaient des guérisseuses et donc qui ont fini par devenir des sorcières. On distinguait même la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire. Elles ont fini sur des bûchers. Et donc, à la fin du XVIIe siècle, elles ont été exclues des accouchements, d'abord parce qu'elles ont eu des procès, des procès parce qu'elles étaient accusées de toute la mortalité maternelle et infantile. Ensuite, les médecins se sont occupés, donc, comme je vous l'ai dit, de femmes bourgeoises ou de femmes aristocrates et se revendiquaient être des médecins comme un art médical, comme une science médicale. Et c'est un modèle social de chirurgien-accoucheur qui s'est répandu en Europe. Il y avait quelques hommes qui s'occupaient des femmes à l'époque, c'était les barbiers. Les barbiers qui avaient acquis leur expérience chirurgicale pendant les guerres. Et donc, ils n'étaient pas formés à la médecine proprement dite dans la faculté de médecine, mais ils étaient chirurgiens de pratique, on va dire, chirurgiens opérationnels. Et donc, si ce savoir féminin était détenu par des femmes, qui a écrit le premier manuscrit? Et comment l'a-t-il écrit? Alors, le tout premier manuscrit aurait été écrit, il est reconnu, il est attribué à Höchler-Röslin, qui est un Allemand, apothicaire, botaniste de son état, qui ensuite est devenu médecin fonctionnaire, et puis qui a ensuite été le médecin d'une duchesse, la duchesse de Brunswick, dans la région de Strasbourg. Et la duchesse, qui était alarmée par la mortalité maternelle et infantile qui atteignait des niveaux épouvantables dans sa région, a demandé donc à son médecin d'écrire un manuel pour que les sages-femmes puissent opérer les accouchements dans de meilleures conditions et avoir un savoir-faire plus scientifique et qui soit aussi accessible aux barbiers. Et donc, il a rédigé cet ouvrage dans une langue allemande vulgarisée, très accessible aux sages-femmes et donc aux chirurgiens et aussi à toute la gente féminine. Et donc, c'est un ouvrage de vulgarisation qui a eu énormément de succès. Mais quand on regarde de plus près, les chercheurs ont retrouvé qu'en fait cet ouvrage n'était qu'une simple compilation, une simple traduction d'un médecin italien qui a pratiqué à Padoue 100 ans avant et qui avait sorti un traité obstétrical complet
qui s'appelait à l'époque la Pratica Major. Et donc, l'ouvrage de Rosselin n'est qu'une simple traduction de ce qu'avait écrit Giovanni Savonara. Et en fait, même cet ouvrage-là provient d'une traduction, est une traduction latine d'un ouvrage qu'on a retrouvé qui date du VIe siècle après Jésus-Christ, qui est Genesia, qu'on a des difficultés à attribuer à Muscio, qui reste un personnage très énigmatique, qui aurait vécu donc au VIe siècle après Jésus-Christ, et on lui donne peut-être étant donné l'écriture de ce texte, on lui donne peut-être une origine d'Afrique du Nord. Et c'est le seul ouvrage qui lui est reconnu, et donc c'est un ouvrage entièrement consacré à l'art obstétrical, avec une première partie essentiellement d'ordre physiologique, et la deuxième partie qui traite de quelques questions pathologiques. Et il y a beaucoup de copies de ce travail qui ont été retrouvées et qui donc étaient accessibles en particulier en Italie, et qui expliquent qu'il a été la base de ces ouvrages obstétricaux par la suite. Et en fait, même Genesia est un résumé d'un autre traité plus ancien, qui date du IIe siècle, qui a été écrit par un médecin beaucoup plus célèbre, qui est Soranus d'Éphèse, qui est un traité sur les maladies des femmes. Alors Soranus d'Éphèse, c'est un médecin grec qui a travaillé à Rome, sous l'Empire romain, et qui est très connu parce qu'il soignait des empereurs. Et donc c'est un ouvrage qui a rayonné sur sur tout l'Empire romain pendant très longtemps. On lui attribue d'ailleurs un rayonnement même pendant 15 siècles. Et donc, dans cet ouvrage, il décrit l'anatomie féminine, il décrit la grossesse, le travail et quelques troubles gynécologiques. Et il a aussi fait quelques dessins qui sont très rudimentaires, qui sont très naïfs et très rudimentaires. Et il a été écrit à la demande des aristocrates et des empereurs, donc qu'il soignait, parce que à l'époque, dans la Rome antique, c'était difficile aussi d'enfanter, il y avait beaucoup de mortalité, et donc il était nécessaire d'avoir un guide, un manuel pour mettre au monde des fils qui allaient assurer d'abord la filiation et surtout assurer la prospérité de Rome. Mais dans ce contexte, dans la Rome antique, il faut savoir que les accouchements n'étaient pas le fait des hommes. Ça a toujours été aussi de sages-femmes qui étaient aussi reconnues comme étant des prêtresses, et donc Soranos a écrit son livre sans jamais pratiquer d'accouchement. Il a décrit, toute cette description provient de récits de sages-femmes. Et on retrouve en fait que Soranos a puisé, pour écrire son traité, a puisé dans le livre, le traité, le livre qui a été écrit par Hippocrate. Ce qui nous amène donc au père de la médecine. Nous connaissons tous Hippocrate, nous avons tous signé nous avons tous proclamé son serment au moment de nos études. Et donc il a écrit le premier traité sur la grossesse et l'accouchement. Et ce qui est notable et ce qui est très particulier dans Hippocrate, c'est que ce traité montre beaucoup de choses. Entre autres que la venue au monde à cette époque était considérée comme étant une étape de l'existence et donc n'était pas vécue comme une maladie. Donc on n'en parle pas on l'introduit pas en tant que réelle médecine, tant que c'est un accouchement qui se passe dans la normalité.
Et il amène ainsi une vision dite à l'époque moderne de la sage-femme, puisque elle va s'occuper des accouchements normaux, et ce qui va relever de la maladie va relever des médecins et va relever des hommes. Et donc c'est une dichotomie très hippocratique, alors que la Grèce, elle est connue pour être la mère de la démocratie. Et autre fait, par exemple, dans la Grèce antique, les sages-femmes, à l'époque, les Olympias, étaient capables de faire des avortements. Et l'avortement était réprouvé, non pas en tant qu'acte féticide, mais parce qu'il risquait de mettre en jeu l'autorité du père ou l'autorité du mari. Et ceci a été souligné par Hippocrate. Or, comme je vous le dis, dans la Grèce antique, les accouchements étaient eux aussi faits par des sages-femmes qui avaient ce statut de prêtresse, et donc elles avaient elles-mêmes elles étaient investies d'un pouvoir surnaturel, et donc Hippocrate non plus n'a jamais côtoyé, n'a jamais pratiqué d'accouchement, et donc il n'a pu connaître pour écrire son traité, il n'a pu connaître les procédés, l'anatomie et le déroulement de l'accouchement qu'à travers des récits de sages-femmes. Et donc on doit aussi ce côté divin que l'on retrouve d'ailleurs dans les paroles de Socrate. Socrate n'a jamais rien écrit, mais on retrouve dans les paroles de Socrate la base de sa philosophie qui s'appelle maïeutique, et qui est une méthode par laquelle il se flattait d'accoucher l'esprit de la même façon que sa mère, qui était sage-femme, accouchait les femmes et recueillait leur enfant. C'est vous dire la puissance que relevaient les sages-femmes de l'époque. Et on doit à une anthropologue, Madame Claudine Brelet, dans ses recherches sur Hippocrate, la découverte que finalement Socrate a fait ses études en Égypte. Pendant 3 ans, il a appris à l'écriture égyptienne. Et quand il en est revenu, il a donc écrit cet ouvrage, et on retrouve des preuves flagrantes du plagiat de ces textes égyptiens, et on a même retrouvé des papyrus qui ont été directement, mot à mot, transcrits par Hippocrate dans son traité d'obstétrique. Et ces papyrus existent encore, et on peut les retrouver. Ils sont maintenant à l'Institut égyptologique de l'Université de Copenhague. Alors, Claude Gallien, un autre médecin célèbre aussi qui a rayonné, qui a traité directement des femmes, lui ne s'en est pas caché. Il a dit que la majorité de son ouvrage en ce qui concerne les femmes, il l'a puisé dans une bibliothèque, la bibliothèque du temple d'Imhotep à Memphis. Et c'est un médecin qui a proposé aussi une médecine très cohérente et extrêmement masculine, qui a rayonné jusqu'au XVIIe siècle. Et donc que ces sources bibliographiques se situent dans le temple d'Imhotep à Memphis, ça nous ramène donc ça nous ramène en Afrique, ça nous ramène chez nous, et ça nous ramène à la période pharaonique, au temps de l'Antiquité pharaonique, ou en Égypte aussi. L'obstétrique fait partie intégrante de la médecine, et elle a un caractère sacré pendant très longtemps, et elle est apprise, elle est enseignée, et elle est apprise dans les temples.
Et petit à petit, à côté de ces temples vont se faire des maisons de vie dans lesquelles on va enseigner toute la science. C'est-à-dire les sciences religieuses, les sciences magiciennes, les sciences médicales, les sciences astronomiques, les sciences astrologiques, l'écriture. Et ces maisons de vie, en particulier celles de Memphis, vont ensuite être récupérées à type de bibliothèque. Et c'est là où on a mis pendant très longtemps les papyrus retrouvés. Et donc, et je vais conclure sur ça, c'est les premiers médecins au monde de l'humanité sont tous africains et naissent tous de l'Égypte ancienne. Et Pézéchet est la première femme médecin et physicienne connue dans l'histoire de l'humanité. C'est une dame qui était donc médecin, elle était physicienne, elle était enseignante, puisque c'est elle qui donnait les diplômes aux prêtresses, aux sages-femmes de l'époque, étaient des prêtresses. Elle était directrice de ces prêtresses, et surtout sur la stèle qui a démontré son existence, on a vu qu'elle était superviseuse des docteurs. Autrement dit, elle était la chef des docteurs. Donc, elle était la directrice du corps professionnel officiel des femmes médecins en Afrique. Et donc, je voudrais vous quitter là-dessus pour vous dire que les ailes de la gynécologie obstétrique en Afrique remontent à très très longtemps. Alors, je vous souhaite un très bon congrès et je vous souhaite tous de bien vous porter. Je vous remercie.